Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où on part pendant 24 heures dans la vie de... Dans la vie de qui? Boris Vian. Pour moi, la préoccupation la plus haute de mon temps, c'est de dénoncer les menteurs et les escrocs. Les escrocs du mot, si j'ose dire, les escrocs du verbe, c'est-à-dire les gens qui... Et on va rencontrer qui? Nicole Berthold, Qui est? la mandataire des ayants droit, une grande spécialiste et un auteur et une femme extraordinaire. Exactement. Et tu es Jessica Nelson, Voilà, écrivaine, éditrice des éditions des Saint-Pères exactement. et une femme extraordinaire. Ah bah dis donc, on Oui, est ça en genre fait. d'exception C'est aujourd'hui. que des jours d'exception Parfait, aujourd'hui. Génial, et les fleurs et les chevilles, non? Donc là c'est la cité Véron. C'est ça, c'est là où a vécu Boris Vian, dans un appartement extraordinaire qu'on va découvrir et où tout est laissé complètement intact, exactement comme si Boris était encore là. En fait, si vous voulez, l'objectif c'était qu'on vous fasse vivre 24 heures dans la vie de Boris Vian. Donc en fait, connaître un petit peu toute sa vie, qui il était, où est-ce qu'il allait travailler, ce qu'il a écrit. Je crois qu'il a une maison qui est vraiment super particulière, avec vraiment beaucoup de trucs artistiques à l'intérieur. Enfin, je crois que c'est vraiment un monument qui est bientôt pas détruit mais racheté. En tout cas, la maison de Boris Vian telle qu'elle existe aujourd'hui peut-être n'existera plus telle qu'elle dans quelques Mois. Donc c'est l'occasion de la découvrir. En haut, là où il avait son balcon, tu disais, avec Jacques Prévert. Sa terrasse, une grande terrasse, tu vas voir. Et moi, ça m'amuse évidemment de penser que les deux se réveillaient le matin, prenaient le café, se faisaient un petit coucou C'est de part énorme. et d'autre de la terrasse. Je trouve ça formidable. Ça, c'est quoi? C'est Ça, c'est la porte de chez Jacques Prévert. énorme. Et donc, voisin de Boris Maison de et Boris Ursula Vian. Vian. Il y a pire comme voisin, quand même. Ça, c'est sur Thierry Lhermitte. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La direction de l'établissement informe les génies méconnus que le manque de place ne permet pas de les recevoir. Ingénieur musicien. Bonjour. La petite marche. Comment tu vas? Oh, je suis contente de te voir. Ça me fait tellement plaisir. Que t'es belle comme tout, avec ta coiffure, c'est magnifique ce que J'ai t'as fait des fait. tresses pour toi. Avant de continuer la vidéo, il y a un truc à comprendre. Qui est la personne qui vient nous accueillir? Nicole Berthold. En fait, cette femme, elle est aujourd'hui la mandataire officielle de l'œuvre de Boris Vian et la responsable de son patrimoine artistique. Ce n'est pas n'importe qui, parce qu'elle dirige et organise tout ce qui concerne la mémoire de Boris Vian. En gros, les archives, les publications, les rééditions, les adaptations, quand on utilise son nom, ou même pour des projets culturels. Elle veille à la cohérence et à la fidélité de tout ce qui sort sous son nom. Elle joue une sorte de rôle de passeuse entre l'auteur et le public contemporain. Elle est active et évidemment vit dans la maison de Boris Vian depuis maintenant longtemps. Elle va nous faire découvrir qui était Boris Vian, qui était la femme de Boris Vian et elle, comment est-ce qu'elle les a connus. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Alors restez bien jusqu'à la fin. Je crois que j'ai jamais réalisé en fait, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu te rends compte que quand tu es couché, tu vois le plafond comme lui il voyait le plafond? Ah, c'est vrai. J'ai pas réalisé ça. C'est très naturel pour moi, je suis chez moi. Dans la mesure où Ursula Vian m'a laissé en fait vivre ici avec elle, comme si j'étais chez moi. J'ai même voulu acheter un petit appartement et elle me disait « Mais pourquoi tu veux aller ailleurs? Ici, tu es chez toi. » Donc en fait, je suis chez moi, je suis comme chez mon oncle et ma tante, qui seraient partis en voyage, et puis qui m'auraient laissé la maison, en fait, à garder. Voilà. Alors, je prends soin de tout. Alors, le matin, c'est très important pour moi, parce que je reprends possession du lieu. J'ai pas certainement pas les gestes de quelqu'un, en fait, qui se lève chez lui. Je me lève bien chez quelqu'un d'autre. Donc, en fait, je veille sur la maison. Donc, mes premiers gestes, c'est de faire le tour de la maison. Donc, en fait, je suis là, et puis, quand je me lève, en fait, je fais le tour de la maison. Mais mon premier geste, il est là. Mon premier geste, c'est très important. Voilà. Je mets la radio. C'est mon premier geste. Et une radio de jazz, du coup, quand même. Et si c'est fort, je mets à tue-tête. J'adore ça. Là, regarde, tu vois comment ça m'accueille. Ah, c'est génial. C'est le matin, je suis là, et alors je danse. Très souvent, ça m'arrive, je danse comme ça. Le matin, je fais ma gym, voilà. Et je suis là, et je reçois ça, et la maison, c'est
comme si il y a un interrupteur et hop, elle vit. Et ça lui donne une signature et ça la met dans la même ambiance dans laquelle Boris et Ursula vivaient. Il y avait de la musique, on va dire 20 heures sur 24 ici. Quand c'était pas la radio, c'était le pick-up. Quand c'était pas le pick-up, c'était l'électrophone. Voilà, et puis sinon, c'était les gens qui venaient jouer, etc. Donc c'est important. Et puis après, si tu veux, je fais toujours... Je me suis rendu compte que je faisais toujours 3-4 choses en même temps, quand même. Donc si tu veux, je m'occupe de la maison, moi. Alors forcément, je m'occupe de la maison, donc je vide. Voilà, par exemple, tu vois. Alors tu sais, j'ai fait des cadeaux à Boris. Ah ouais. Pendant pas mal d'années, tous les ans à Noël, je faisais des cadeaux à Boris. Et puis, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, je lui ai dit bon, écoute, j'en ai. Les temps ont changé, Boris. Alors, je t'ai offert un petit lave-vaisselle. Tout est naturel, tu vois. Alors, de temps en temps, tu vois, je suis là. Puis d'un seul coup, j'entends Ursula. Ursula, tu vois, en bonne Suisse. C'est Ursula sur la photo? C'est Ursula, je l'ai mis là exprès parce qu'elle me disait toujours, vous les Français, vous avez pas la propreté comme nous les Suisses, ce qui est pas faux. Ah, elle était suisse du coup. Elle était suisse zurichoise, suisse allemande. Donc Et le fait qu'elle était trilingue, français, anglais. Ils ont été mariés combien de temps? Ils se sont mariés en 54, mais ils se sont rencontrés en 50. Donc en fait, ils ont vécu ensemble du printemps 50 jusqu'au printemps 59. Ursula, elle m'a tout appris. Elle m'a même appris à manger, à mettre la table, etc. Parce que j'étais une vraie sauvageonne. Ah ouais? Quand je suis arrivée ici, j'avais 19 ans et j'étais élevée dans un autre monde. Et donc, voilà, elle m'a réappris à beaucoup de choses. Et puis, comme c'est la cuisine, je fais un café ou un thé, peu importe. C'est vrai que je me promène dans l'appartement. Ok. Tous les matins. Et donc ça, c'est l'appartement. Boris Vian se posait un petit peu ici. Qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit-là? Ah ben, Boris, il se posait pas beaucoup au début, hein, quand il est ici. Hein. D'abord parce qu'il œuvre, il fait des travaux, mais c'est surtout que c'est pas un homme tellement à s'asseoir. Donc, de temps en temps, il se met là, et c'était sa place. Il n'aimait pas beaucoup s'asseoir, mais pourtant, tu vois, moi, sa chaise, c'est un des trucs que je préfère ici. Ah ouais. Je la trouve extraordinaire. Elle a quoi de particulier, cette chaise? C'est les chaises cœur. Ils les ont achetées parce qu'ils s'aimaient pas. Ah, ils ont acheté 2 chaises cœur, le couple. Ah oui. Et Parce ils ont chacun que leur chaise. c'est comme un symbole un peu quoi de leur amour. Oui, absolument. Là, il y a toute la collection de livres de jazz de Boris, tu vois. Donc, ça, c'est... Alors, j'ai sorti Monk, parce qu'on a souvent reproché à Boris qu'il n'avait rien écrit sur Monk, bien qu'il le découvrait, il l'a découvert finalement, oui, assez tardivement. Et Ursula, elle m'a enseigné beaucoup de choses sur Monk et elle adorait. Et là, c'est un coin privilégié, c'est le coin de la musique, c'est le coin... Boris, il écrivait beaucoup, quand il s'asseyait ici, il écrivait beaucoup ses chansons. Voilà. Et puis, de temps en temps, il s'aidait sur un truc comme ça. Et je crois qu'il détestait faire du piano. Pourtant, il avait un piano, c'est ça? Alors, oui, ça vient du fait que sa mère, hein, en fait, oui, c'est un peu un règlement de compte familial. Mais sa maman, en fait, a toujours joué du piano et elle était fabuleuse d'ailleurs. Elle était une très bonne pianiste et une très bonne chanteuse aussi, soprano. Mais ça faisait partie fondamentalement, je veux dire, de leur enfance. C'était presque obsédant, c'était omniprésent, la musique classique pour eux. Parce que pour elle, pour Yvonne Ravenez, née Yvonne Ravenez est devenue Madame Paul Vian, du prénom de son mari. En fait, le piano était vraiment un prolongement d'elle-même. Hein. Et le piano était là. Et d'ailleurs, les 3 fils Vian, en fait, se sont finalement assez rapidement détournés du classique pour l'avoir plus subi qu'appris, puisqu'ils n'ont pas fait d'études de musique. Ils se sont mis tous les 3, je veux dire, au jazz. Très tôt. Et donc lui, dans les boulots qu'il a fait, il fait du jazz. Il a fait du jazz. Bah, c'est presque spontané. Et puis, ça va avec pas sa appris, génération. Il a appris tout seul, sur le tas. Ben, il apprend tout seul, Boris. Mais les frères Vian sont tous les 3 identiques, ils apprennent tous ensemble. Et en fait, ils vont tous les 3 faire de la musique sans jamais avoir appris le solfège, etc. Et Lélio, alors ils ont tous des prénoms, enfin pas tous, Lélio et Boris, ils ont des prénoms issus de l'opéra. Et Alain y a échappé, puis il y a une petite sœur, Ninon,
qui a été un peu comme ma tata, que j'aime beaucoup, je lui rends hommage. Parce que tout ça, c'est un peu comme ma famille, en Bah fait. oui, 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 oui. Je les ai côtoyés tous autant. C'était quoi ton rapport, toi, avec eux? Tu étais la confidente de Ursula, c'est ça? Enfin, comment ça s'est passé? C'était quoi exactement? Oui, c'est peut-être bien le mot, en fait. Je crois que tout simplement, oui. Et Oui. du coup, tu es rentrée dans la famille par cette porte-là. Ben, en fait, je crois qu'Ursula, elle était arrivée à un moment où Boris commençait à être très célèbre. Hmm. En 59, Boris n'est plus célèbre. N'est pas célèbre. Il est plus célèbre parce qu'il est mort. Il était un peu célèbre de son vivant. C'est lui, avec Sartre, etc., et Gréco, qui font les beaux jours de Saint-Germain-des-Prés. Mais après tout ça, ça se distille dans le temps, en fait. Quand il rentre chez Philips dans les années 50, il est plus dans l'ombre. Hein. C'est un directeur artistique, c'est un compositeur, c'est un auteur, certes, mais c'est les gens de l'ombre qui font la musique. Et on le connaît très peu, même à travers ses chansons. Et finalement, Ursula va, quelque part à titre posthume, vraiment lui redonner vie. Et donc, Ursula, elle porte ça. Et Boris, sa notoriété ne cesse de grandir dans les années 60 et dans les années 70. Et quand je la rencontre en 76, je crois qu'elle est fatiguée déjà de tout ça, parce que l'air de rien, ça fait 15 ans qu'on lui parle de Boris. De Boris, Eh de ouais, Boris, eh ouais. de Boris, et de Boris. Elle et est un tous peu les jours. invisibilisée par le fait que... Et moi, c'est elle que j'ai connue. C'est cette femme sublime qui est chorégraphe, qui est danseuse, mais qui vit pour la danse. Hein, et qui a une carrière très importante en tant que danseuse. Elle était danseuse professionnelle, c'est ça? Oui, elle était la danseuse de Roland Petit, la D'accord. première danseuse du ballet de Roland Petit. Et elle a travaillé beaucoup avec Béjart, hein, avec Maurice Béjart. Ah, ok, d'accord, oui, je vois très bien. Et ça, c'est fabuleux. Alors, elle m'a raconté plein de choses. On a rencontré Béjart, on l'a reçu. Bon, à ce titre-là, il y a plein de gens qui sont venus ici. Beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus ici. À commencer par Monsieur Miles Davis, par exemple. Énorme. Et je vois, il a vraiment des espèces de décoration un peu très artistique. Hein. Tout est artistique ici. C'est lui qui Oui, faisait mais c'est tout. leur monde à Boris et à Ursula. Ça, c'est ses peintures. Hein. Et si tu veux... oui, Brigitte Bardot est venue. Brigitte Bardot qui était au départ une danseuse et qui aimait Exact. par-dessus tout la danse. Hein. Ah ouais. Nicole Croisil. Je rends hommage, chère Nicole, qui est partie il n'y a pas longtemps. Mais Nicole, elle venait ici aussi. C'est fou tous ces petits Donc, objets qu'il a, qu'il collectionnait comme ça. Il y a- Oui, oui. Et c'est tous les deux qui faisaient ça, Ursula et Oui, Boris? oui, oui. Ursula, elle ramène des choses de vacances, etc. Elle ramène des choses de ses tournées aussi également. Eh ouais, forcément. Tu vois. Et puis Personnage. on a Colin et Chloé. Ah, Colin et Chloé de l'écume des Oui, jours. on en a fait la couverture au livre de poche. Énorme. Tu vois, C'est ils magnifique. s'aiment. Alors Boris et Ursula, ils aimaient beaucoup ce genre de petites choses. C'est tout simple, c'est joli, c'est... Tu penses que l'histoire de Colin et Chloé, ça a un rapport avec peut-être des angoisses de Boris Vian Non, par pas rapport- tellement, Non. pas comme on voudrait. Jimmy Gourlet, un immense guitariste. Tu vois, sa femme, elle est venue. C'est aussi ici, c'est un lieu de mémoire pour plein de gens. Tu vois, sa femme est venue hier, elle m'a amené le livre qu'elle a fait sur Jimmy. Alors ça, on va parler de plein de gens, mais voilà, c'est une foultitude de gens, en fait. Hier, il y a le fils de Kenny Clark qui est venu aussi. C'est une foultitude de gens, en fait, Arthur H qui vient aussi, bien sûr, par rapport à son papa. Tu vois, alors, son papa, il est là parce que c'est lui qui a enregistré le premier disque posthume, en fait, à Boris Vian, tu vois. Ah ouais. Donc Jacques, on l'a connu, reconnu, plus que connu. Écoute, t'as de la musique de Boris Vian ou pas du tout? Moi, j'écoute tout, et j'écoute Boris, et je lis Boris. C'est très important. Ça m'arrive de temps en temps, tu vois. Je vais me mettre là, et puis tu vois, je vais dire, mince, les fourmis, je vais me les remettre en mémoire. Hein. Tu vois? Tu dois les connaître par cœur, tous les livres maintenant de Boris Vian, non? Non, il y a une chose que je connais plus par cœur, c'est les manuscrits. Ah ouais? Oui, ça c'est quelque chose de très Toi, important. tu les as beaucoup archivés, classés, triés. Tu as passé un temps fou avec ces manuscrits, Ouais. avec les poèmes, avec les Oui. romans. Une douzaine d'années. Mm. En fait, c'est vraiment un prolongement de moi-même, les manuscrits de Boris Vian. C'est fou comme l'histoire des livres n'est pas la même histoire que l'histoire du manuscrit de ce livre. Ah, je suis entièrement d'accord, et ça, il n'y a que des gens sensibles comme toi qui peuvent le dire, et qui connaissent la matière au-delà de ce qu'on écrit. Ouais. Il y a quelque chose qui est... Tu ne peux pas savoir...
Tiens, viens voir. Tu vois? Il y a quelque chose que je pourrais prendre comme ça. Tu vois, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus personnelles pour moi, D'accord. Donc là, c'est qui sont beaucoup plus rares. Ça c'est les documents qu'a gardé Boris, tu vois. Ok. Et j'ai besoin de les voir, de les regarder, tu vois. Nous sommes avisés que le grenier de Cannes serait désiré de donner le 8 novembre prochain à l'occasion d'un concours votre adaptation de la pièce de Strindberg, Mademoiselle Bonsoir. Ça, c'est tout ce qui fait la vie de Boris. Tu vois? Ça, c'est Jean Paulhan qui lui a refusé le prix de la Pléiade. Hein? Ah ouais. Je veux dire, pour l'écume des jours, Jean Paulhan qui écrit à Boris à propos de sa pièce. Enfin, il y a toute une histoire. Et puis, tu vois, il y a ce miracle. Ça, c'est un manuscrit de Boris, qui est rare, hein, qui est inédit, que Boris a écrit, tu vois, sur un carton d'invitation. D'accord. Faut quand même savoir qu'on est en 51, la fin de la guerre n'est pas si loin, que le papier est rare. Donc, tu as beaucoup de gens et beaucoup d'auteurs qui écrivent sur tout ce qu'ils trouvent. Alors, Boris, il a attrapé, tu vois, des invitations. Je me rappelle que Céline écrivait aussi sur des Oui. comment on appelle ça, des ordonnances, des feuilles d'ordonnance, non? Oui, des sur- dispensaires. Tout à fait, tout à fait, oui. Alors, il y a aussi un truc qu'on retrouve beaucoup, c'est sur les papiers d'hôtel, les papiers à lettres Oui. d'hôtel. Ah. C'est des ravenues de l'Opéra, dans les beaux Ouais. quartiers, Boris allait, et puis il allait piquer carrément du papier à lettres où il demandait. Le papier coûtait cher à On l'époque, l'a- non? Oui, et oui, il était rare le papier, oui, bien Ah. sûr. Et il y a beaucoup de choses comme ça, et on va revenir sur l'écume, mais je voulais te montrer que moi, ça, tu peux pas savoir ce que ça m'émeut. Il y a la Ouais. résonance de Boris. C'est-à-dire que d'un seul coup, je peux te dire que je m'assois sur sa chaise, à son bureau, mais il y a la vibration de son écriture. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a lui et moi. Il n'y a aucun intermédiaire. Et j'ai la chance de les manipuler comme ça, tu vois, de les lire, de les regarder, de mettre là, parce que on m'a donné cette chance-là, si tu veux. Ursula m'a dit, tu prends les choses, tu les ranges et les manuscrits en premier. Et ça a été ma première fonction, de ranger des milliers de pages de manuscrits. Ça doit être un Des travail. milliers et des milliers et des milliers de pages de manuscrits. Je ne l'ai pas fait seul. Je rends hommage à Noël Arnaud. Je rends hommage à François Karadec. Je rends hommage à Claude Ramey. Je rends hommage à Georges Onglick. Qui ont été les 4 personnes. Plus tard, il y aura Gilbert Pestureau. C'est eux, vraiment, la mémoire, la première mémoire. Et j'ai travaillé avec tous ces gens-là pendant des années. Et ils m'ont appris, ils m'ont montré. Et Ursula, pour elle, c'est une générosité rare. Tu vois, elle est là, Ursula, quand elle rencontre Boris. Je ne l'ai pas ouvert pour toi, tu vois, j'étais en train de C'est chercher vraiment une certaines très belle choses. femme. Hein. Oui, elle est très belle. Elle a des yeux verts sublimes. Des yeux verts sublimes. Ils se sont rencontrés comment avec Boris? Ils se sont rencontrés à un cocktail chez Gallimard. Ah bah dis donc, Tu vois? la grande classe. Très chic. Oui, là encore où on pouvait manger et puis rencontrer surtout tout l'intelligentsia qui faisait la littérature française. Mais Boris, il n'a pas dit son dernier mot en 50. Il veut sortir l'herbe rouge, il veut qu'on lui prenne son livre et Gaston Gallimard le refusera. Et sont sortis Vers coquin le plancton chez Gallimard et L'écume des jours, qui ne fait absolument aucune vente, très très peu de ventes, enfin on parle de quelques centaines. Oh là là, de oui vente. d'accord. Et aujourd'hui, L'écume des jours est très certainement distribuée, d'après ce qu'on a calculé, à 20 millions d'exemplaires. Ah oui, sachant qu'on l'étudie à l'école, enfin moi je me rappelle, Oui. à l'école tu... On parle en Ouais. dizaines de millions d'exemplaires C'est énorme. dans le monde. Donc, et comment c'est... Je veux te montrer quelque Ouais, vas-y. chose pour faire le lien avec les manuscrits, le lien avec Jessica, parce qu'on est obligé de le faire, ce lien. Et puis, on parlera de la bibliothèque après. Tu sais, je suis un peu tellement entraînée que je te fais ton reportage Ah à toi ouais, tout seul. non, tu non, sais. non, moi j'ai rien besoin de faire, dis donc. Une vraie machine huilée comme nickel. Hein. Mais je suis avec toi, tu sais, Christopher. Oui. Je suis avec toi. Complètement. Voilà, Ouais. c'est tout. Oui, oui, oui. On est ensemble là et avec Ah ouais, Jessica. on passe un excellent moment.
Et si tu veux, quand il y a 2 petits jeunes qui sont venus voir et qui m'ont dit on a une idée saugrenue, nous on voudrait faire une maison d'édition pour reprendre les manuscrits, C'est nous. mais ils ne pouvaient pas tomber mieux. Je ne rêvais que de ça. C'est vrai que c'était un projet, c'était une envie, une idée que tu avais eue toi-même. Oui, parce que le manuscrit de l'écume des jours est tellement extraordinaire en lui-même, si tu veux. Alors, tu vois, on a des tas de petits dessins de Boris dans ce manuscrit. On a des choses très rares. Et puis, on a, tu vois, il y a beaucoup d'autres choses, mais on ne va pas tout dévoiler. Et Boris écrit, justement, tu vois, sur des papiers, justement, de la FNOR, où il est ingénieur. Il va écrire là-dessus parce qu'à son bureau, il a là à disposition des centaines de feuilles vierges qui servent effectivement pour les calculs qu'il a à faire, pour homologuer toute la production française à l'époque. Il est à la FNOR en 42-43, en pleine guerre. Hein. C'est pas simple l'histoire de Vian non plus. Hein. Ouais. Il a travaillé pendant le gouvernement de Vichy. Il a été exempté de guerre, lui pour des raisons de cœur, parce qu'il était très gravement malade du cœur déjà, mais comme d'autres ingénieurs, d'autres polytechniciens, d'autres ingénieurs des mines, etc., qui étaient quelque part le vivier, en fait, français, pour peut-être un jour reconstruire la France. Donc Vian a vécu la période de guerre de façon très différente, en voyant en même temps ses frères partir en service obligatoire. En Allemagne. Dans quel contexte il écrit l'écume des pages? Je dis toujours l'écume des pages. Mais c'est normal, c'est la librairie. C'est la librairie, Ça, j'ai toujours l'écume des pages. D'ailleurs, on faudra y passer devant. Oui, on passera devant. Ah, ça c'est son enfance, et ça c'est son amour pour la mer. Et son observation. Tu vois, Boris observe les choses peut-être que les autres n'observent pas. Mais l'écume, c'est quelque chose, si tu regardes ça, on regarde toujours la mer, on regarde les vagues. Tu vois? Et Boris, ça le subjugue, cette petite chose qui est en haut des vagues. Et puis, il y a un endroit dans son lieu d'enfance où cette écume, elle fait comme une danse. J'en dirai pas plus, mais beaucoup de gens ont glosé au niveau universitaire sur ce qu'est l'écume. Mais Boris a le chic, a le don de trouver des titres extraordinaires pour tous ses livres. C'est vrai que l'écume des jours, c'est quand même... Et qui sont pas une clé forcément pour ses romans. Qui sont autre chose, qui sont une poésie, une part entière à lui tout seul, comme l'automne à Pékin, comme l'herbe rouge. Il peut y avoir un rappel quelque part, mais le titre déjà fait rêver. C'est vrai. Et il y a une construction en plus très précise. Donc on peut dire que c'est un peu comme un regard de voyant, comme Rimbaud disait, le voyant chez le poète, qui permet de voir des choses que... Enfin, Victor Hugo regarde un crabe et fait des poèmes incroyables sur un crabe. Oui. Et il va voir l'écume et il va faire un livre en Oui. se disant pourquoi pas l'écume des jours. Quoi. Oui, et pourquoi pas surtout. Et tu vois, quand on regarde là, moi tous les jours quand je sors exactement comme Boris, c'est-à-dire je tombe sur la porte de Jacques Prévert. Ouais. Et Jacques, il disait, si vous voulez voir un vrai poète, tapez à la porte du mec d'en face. et ça m'amusait beaucoup, et ça Janine me le disait souvent, et je trouve ça... Bien sûr que Jacques est un poète, mais Jacques Prévert est Jacques Prévert, et Boris Vian et Boris Vian. C'est ça le plus intéressant. Ils ne se sont jamais départis, ils ne se sont jamais mis sur un sillon précis. Ils sont vraiment faits de ça. Et je ferme la porte, voilà, en pensant toujours à la famille Prévert. Ça, c'est mon quotidien, ça, c'est ma vie. Et puis... je vois effectivement toute une production, tu vois, de livres. Et puis, je passe tous les jours devant tout ça. Et donc ça, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette bibliothèque? Alors, tu vois, j'ai classé par ordre alphabétique. Okay. Donc, on a un titre, Ok. un pays, une année. Ça veut dire qu'il peut y avoir, par exemple, 2 arrache-cœurs en Italie. Ok. Mais un qui va être daté de 1984 et un qui va être daté de 2005, parce qu'il y aura eu 2 éditions successives. Mais donc c'est classé par ordre alphabétique. Alors on commence par l'arrache-cœur, hein, qui est le premier titre par ordre alphabétique. Voilà. Et puis tu vois, on va terminer. Alors tu veux savoir un truc? Voilà. J'ai perdu mon papa l'année dernière.
Ouais. Et mon père ne lisait pas du tout. J'ai jamais vu mon père lire. Jamais. Et lorsqu'il est décédé, il était médecin, donc dans son cabinet de docteur, je cherche à l'intérieur et je découvre un seul livre. Le seul livre que j'ai découvert, c'est L'Arrache-Cœur de Boris Vian. Que j'ai découvert du coup directement. C'est le livre que j'ai lu avec le plus d'implication, de dire mais comment ça se fait que mon père avait l'arrache-cœur, uniquement l'arrache-cœur et pourquoi? Ouais. Je n'aurais jamais de réponse à ça. Si, moi je pense que je peux te la donner. Ah ouais? Parce que les deux personnages principaux, c'est une maman qui accouche de triplés. Ouais. Donc il y a l'accouchement. C'est vrai. Et son mari est psychanalyste. Et Boris était allé voir Lacan. Et j'ai rencontré beaucoup de médecins et beaucoup de psychologues qui avaient notamment travaillé et lu uniquement un livre de Boris, et c'était toujours L'Arrache-Cœur. Oh, c'est Le génial. monde médical. C'est fou. Parce qu'il y a un lien vraiment. Et il l'a fait dans cet esprit-là. Oh, c'est énorme. Parce qu'il est allé voir... Un mystère résolu dans la famille Il est allé Lacaise. voir Lacan à ce moment-là, hein, pour écrire son livre. Hein. Tu vois, il y avait un lien vraiment, Ah, ouais. et ça allait très loin. Boris se renseignait, tu vois. Alors, il avait pas le temps, parce qu'il ne se laissait pas le temps, parce qu'il était fait comme ça. C'était pas simplement parce qu'il pensait à sa propre mort toute la journée, c'est pas vrai. Il a toujours été comme ça. C'est un homme qui allait extrêmement vite, qui avait une intégration, si tu veux, d'informations qui allait à 1000 à l'heure dans son cerveau, parce qu'il était prodigieusement intelligent et qu'il avait le cerveau fait comme ça. Et donc Boris se renseigne surtout, voilà, et quand il va écrire L'Arrache-Cœur, il va aussi... Ah, c'est énorme. voilà. Et tu nous dirais un mot des pataphysiciens? Oui, pataphysiciens oui, puisqu'on est là, C'est quoi ça? regarde. Ouais, là, ça m'y fait penser. Collegium Pataphysicisme. Qu'est-ce que c'est? Pataphysicum. Pataphysicum. Collegium Pataphysicum. Ouais. Voilà, le collège de pataphysique. C'est quoi exactement? Créé par Alfred Jarry à l'occasion d'écriture d'un livre qui s'appelle Gestes et opinions du docteur Fostroll. Oula. Mais plus communément, je veux pas croire qu'on ne connaisse pas Ubu-Roi, écrit par Alfred Jarry, qui est un morceau d'anthologie qu'il faut avoir lu et qu'il faut lire, qui est une actualité incroyable, qui a quand même été écrit dans les années 1900, si je ne me trompe. Alors on dit que c'est pas exactement écrit par Alfred Jarry, mais comme souvent par un collectif et par ses étudiants, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'esprit de Jarry, qui était un mec remarquable. C'était une sorte de Boris Vian, qui détractait la chronique, qui ne faisait rien comme les autres, et qui avait conçu l'idée d'un espèce de collège où on enseignerait ce qu'on a l'habitude de ne surtout pas enseigner, c'est-à-dire tout ce qui est hors cadre. C'est-à-dire? La science des exceptions, Ok. la science des solutions imaginaires, Hein? l'équivalence des contraires. Et Alfred Jarry disait, la pataphysique est, EST, est la science. Et Boris s'intéressait beaucoup à la science et aux sciences. Il était un fameux mathématicien, Boris, comme Queneau d'ailleurs. Et en fait, il s'est rapproché de la physique quantique, beaucoup Boris. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la pataphysique se rapproche de la physique quantique. On peut commencer à en rire, plus de la même façon. Il faut surtout en rire de la pataphysique. Ouais. Mais pas en rire méchamment et bêtement. Il faut vraiment l'étudier parce qu'on en a terriblement besoin. C'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'est l'invisible. C'est tout ce qui fait qu'on a une extrême sensibilité et qu'on peut faire des travaux scientifiques à partir de choses qui ne sont jamais étudiées. Est-ce qu'on pourrait mesurer, par exemple, la longueur de l'herbe sur les pelouses du jardin du Luxembourg? Et pourquoi pas? Ah ouais. Donc, si tu veux, ça, c'est un peu ma satisfaction, parce que c'est des choses qu'on a vraiment conçues avec Ursula Vian. Ok. La distribution de l'œuvre. Alors, Ursula, comme elle est suisse-allemande, qu'elle parle le patois suisse et qu'elle parle l'allemand couramment, elle se met à l'anglais forcément très vite et au français. Et ça lui donne la possibilité justement d'aller voir beaucoup d'éditeurs, d'où le fait que Boris sera traduit très très tôt en Allemagne et en Angleterre par exemple. Puis alors après, très vite suivent le Japon, les pays nordiques, parce qu'elle est à moitié suédoise. Et puis l'Amérique du Sud va s'y intéresser très tôt aussi génial. à Boris. Il va y avoir des ventes absolument explosives en Amérique du Sud avec certains types Bah, de le Vernon côté Sullivan. imaginaire fait que ça, Ouais. avec quelque chose d'un peu mystique à Oui, l'intérieur, oui, fait que ça parle absolument. pas mal, quoi. Absolument, puis il y a des langues qui s'y prêtent plus ou moins. L'allemand s'y prête
bien la traduction. C'est très compliqué de traduire Boris. Ah ouais? Mais très vite, il y a des pays qui vont, voilà, les pays slaves également. Et puis, on ne va cesser que de travailler avec l'étranger. Il y aura un travail faramineux qui sera fait avec Jean-Jacques Pauvert et avec Christian Bourgois. Il faut citer les deux grands éditeurs. Les deux grands éditeurs qui vont, comment dire, qui vont croire à Boris. Quand personne n'y croit, ils vont y croire. Ça va leur coller à la peau. Parce qu'après, Boris, il était quand même face à Sartre, face à De Beauvoir, il y avait aussi Camus à l'époque. Enfin, il est entouré de monstres littéraires. Tout à fait. Ce qui fait que lui, on le voit pas trop. En fait, il est caché à cause de tout ça. Oui. Et en Alors, fait, il fait naît- rien pour se montrer. Au contraire, il leur tape dessus. Presque. Alors moi, j'ai adoré, par exemple, dans L'écume des jours, quand il dit Jean-Sol Partre, la duchesse de Beauvoir pour se moquer, c'est absolument hilarant, quoi. La duchesse de Beauparloir. Ah, de Beauparloir. C'est un des titres qu'il lui donne. Simone de Beauvoir aime profondément Boris. Elle mettra beaucoup de temps à l'approcher, à le comprendre. Mais elle dira des choses fabuleuses sur lui et sur son écume des jours. Simone de Beauvoir lit L'écume des jours avant tout le monde. Et elle va se permettre de dire que Boris dépasse Camus. Ah ouais. Et ça date Est-ce qu'elle le 46-47. Avant l'embrouille avec Camus ou après l'embrouille avec Camus? Avant. Ah, elle le dit. Elle avant. le dit et elle lui écrit. C'est énorme. Pour elle a cette vision. Et Sartre, aveuglé peut-être un peu par son énorme notoriété, bien sûr, va croire aussi en Boris. Mais ne sera pas sur ce sillon, sur Bien cette sûr. voie, bien sûr, très littéraire. Boris ne veut pas ça. Ça ne l'intéresse pas. Il écrit pour s'amuser. Il écrit est- par amusement. Il écrit par divertissement, ce mot qu'on a tendance un peu à oublier. Ouais. Il se divertit. D'ailleurs, il se divertit de tout. Il joue de la trompette, il s'en divertit. Boris est un amateur. Il restera amateur, il sera toute sa vie amateur. Ce qui fait qu'il deviendra professionnel par son amateurisme, alors. Ce qui fait que souvent, tu vois, moi je fais rien. Tu vois, ça c'est ma place. Et tu vois, je passe beaucoup de temps à réfléchir ici. Boris s'asseyait souvent là et Ursula s'asseyait souvent là. Et je réfléchis souvent et puis à un moment donné, je vais me lever et puis je vais aller travailler, je vais aller écrire. Mais je vais aller écrire, je vais aller rédiger quelque chose. Là, on m'a demandé de rédiger, tu vois, quelque chose pour une demande de comédie musicale. Donc on me demande de rédiger des choses, etc. Ou des préfaces, ou moi auquel je pense, tu vois. Alors je vais me lever, je vais m'asseoir 10 fois. Alors je suis là, je me lève, je vais à mon bureau, à mon petit bureau dans mon petit coin. Faut que je te dise quelque chose, tu vois. Ah. Tu vois, il y a un moment donné, j'ai plus envie de m'asseoir sur le bureau de Boris. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, je vais laisser toute la place. J'avais plus envie d'être là. Peut-être parce que tout le monde est mort autour de moi, tu sais aussi. Là, c'était une autre époque. D'ailleurs, j'ai mis une photo, tu vois, d'Ursula qui travaillait avec moi ici. Bon, tu vois, c'était moins bien rangé, hein, de son temps. Ouais, j'imagine. Mais maintenant que t'es là, tout est nickel. Et puis, tu vois, à un moment donné, j'ai eu envie d'être dans ce petit coin. C'est très important. Pour moi, c'est l'intelligence ultime, ça. C'est de faire travailler sa tête et ses mains. C'est extrêmement important. Ne serait-ce que de tenir un stylo, et tenir un marteau, etc. Mon fils, tu sais, il est astrophysicien. Il est en doctorat d'astrophysique. Et il y a eu un moment donné où il a récupéré un petit lieu pour se faire son studio où il habite avec sa copine. Et je lui ai dit, l'aboutissement d'une vie, tu vois, c'est de savoir travailler. Alors, il a travaillé avec ses mains. Alors, il a fait la plomberie, il a fait l'électricité, il a fait un peu de peinture, il a créé une petite étagère, il a recouvert des coussins, etc. Ça, c'est la vraie intelligence, pour moi. Des gens qui n'ont pas peur, justement, de faire... Et puis, même si tu fais de traviole, ça n'a pas d'importance. Mais tu ne travailles pas qu'avec ta tête. Mais ça, je trouve que c'est, tu vois, cet esprit d'ouverture, de bricolage poétique permanent et d'accueil de ce qui peut venir de l'extérieur, qui n'est pas forcément cadré, carré.
c'est comme ça que tu nous as accueillis, c'est comme ça qu'on a commencé Oui. à travailler ensemble sur un manuscrit, alors que la maison d'édition, elle n'existait pas. Non. Elle n'existait pas, et que tu nous as fait confiance, et qu'il y a eu cette espèce d'émulation. Moi, c'est ce que je ressens quand j'arrive ici. Oui. Tu vois, et tu le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui passent par ici, et qui viennent, Oui. et qui restent, et qui repartent. Et c'est ce côté accueillant, ouvert, et toujours partant pour une nouvelle aventure que moi j'éprouve quand on est là. En fait, ce qui est fou, c'est que quand on vient ici, enfin, moi qui écris par exemple, tu as de suite envie de te dire, je me pose, j'ai envie de me poser là-bas pour écrire, te poser là pour écrire, te poser un peu partout Ah, et mais te tu dire. vas venir écrire. Il y a pas mal de gens qui viennent écrire. Mathias Oui. Malzieu, Oui. il est venu l'autre fois, il est Oui. venu écrire. La terrasse, c'est le lien exact entre le moulin et l'appartement de Boris. Donc c'est vraiment une extension de notre histoire. On y a passé énormément de temps. J'ai étendu le linge, j'ai pris des bains de soleil, on y a même dormi des jours de canicule, etc. C'est vraiment un pont entre la maison Prévert et le moulin. Et nous, et bon, là, ce pont, il est en train d'un peu de prendre l'eau en ce moment. Ouais. Alors, Donc ça, c'est la terrasse, quoi. oui, Où alors vous étiez. cette terrasse, bien sûr, ne ressemblait pas du tout à ça. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu as les couturiers du moulin, en fait, qui sont là. Ah. Les couturiers du Moulin Rouge, tous les costumes sont faits, entretenus, refaits, et aussi beaucoup de choses qui sont faites pour l'opéra, qui sont faites pour le théâtre, choses très spécifiques parce qu'ils ont un savoir-faire qui est vraiment quasi unique au monde. Ils étaient très très pudiques, Boris et Jacques. Ok. Et donc, si tu veux, il y avait une séparation. Ah, il y avait quand même une séparation. Il y avait une entre deux. séparation qui était une petite palissade en roseau, hein, de rien du tout. Hein. Tu vois, très, très méditerranée d'ailleurs. Et puis il y avait beaucoup de plantes, on va dire urbaines, hein, qui venaient là. Mais Boris et Ursula, et Jacques et Janine, ils avaient besoin d'avoir chacun leur coin. Ah. Tu vois. Ah, on a cette vue du moulin à l'envers. Alors ça forcément, ça nous amuse beaucoup. Je suis pataphysicienne. Ouais. Je suis commandoresse exquise de l'ordre de la Grande Gidouille et je vais bientôt être régente et ça me réjouit énormément. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, voilà, ce titre de pataphysicienne. Et de voir le moulin à l'envers, on ne peut C'est pas énorme. faire mieux pour effectivement quelqu'un qui est dans la pataphysique. Ça nous Bah oui, réjouit beaucoup. ça dit quoi en pataphysique, ça, le moulin à l'envers? Mais ça dit justement qu'on voit ce que les autres ne voient pas. Ah. Et ça nous permet d'imaginer autre chose autrement. C'est l'envers du décor. Hein. C'est l'envers du décor. Et ça, c'est passionnant de voir l'envers du décor. Alors cette terrasse, elle est appelée terrasse des trois satrapes. Les trois attrapes, Des trois satrapes. satrapes. Oui, D'accord. parce que les Ah, les satrapes- trois les trois satrapes. satrapes. Ok, c'est vraiment du jeu de mots constant, quoi. Ouais. Mais les C'est énorme. satrapes existaient vraiment. Hein. Ok. C'était un haut titre, en fait, même dans l'armée romaine, etc. Les satrapes, ils sont aujourd'hui et Boris Vian et Jacques Prévert et le chien de Jacques Prévert, Qui s'appelait Hergé. Ah. Et qui avait son diplôme lui aussi et qui était tout à fait honoré d'être pataphysicien. Donc en fait, là, c'est la terrasse des trois satrapes. Et ce qui nous émeut beaucoup, c'est qu'entre le moulin, cette terrasse et nos appartements, en fait, il y a là le jardin d'hiver, ce qu'on appelait, là où a vraiment été créé le French Cancan, Ah, ouais, ok. qu'on a appelé le chahut, qu'on a appelé le quadrille, et qu'un Anglais, à un moment donné, a nommé le French Cancan. Ah. Parce qu'en fait, Cancan, Cahu, en fait, les danseuses du cancan cancanaient. En fait, elles se parlaient, elles criaient, etc. Et il y a à un moment donné quelqu'un qui a tout simplement dit French Cancan. Ah, ok. C'est resté, voilà. Énorme. Et en Ok. fait, Ursula, Monsieur D et moi, parce qu'il faut parler de Monsieur D qui est extrêmement important. Qui est Monsieur D? Je t'en parlerai tout de suite après. Mais Ursula Vian, Monsieur D et moi, on nous appelait la Sainte Trinité. Ah, Parce que énorme. tous les trois, on s'occupait de l'œuvre. Hein. Et Monsieur D était un membre tout à fait étonnant et pataphysicien, comme Ursula d'ailleurs. Combien je de vais temps te vous donner êtes une occupé photo. de l'œuvre? Boris Vian est mort à 39 ans, c'est ça? Boris Vian est mort à 39 ans en 1959. Ok. Et après combien de temps est-ce que vous avez été ensemble, du coup, à reconstituer, à Ouais. vivre ce deuil aussi? Alors entre 61, on va dire, hein, parce qu'Ursula, pendant 2 ans, elle est dans un deuil terrifiant, profond, affreux, puisque bien sûr Boris est mort à 39 ans, mais elle n'avait que 30 ans. Donc à partir des années 61, 62,
se passe beaucoup de choses avec Jean-Jacques Pauvert. Toutes les années 60, il y a mai 68, qui est là aussi, qui est important. Eh oui. Et puis après, dans les années 70, Christian Bourgois arrive avec une autre génération encore, avec d'autres inédits de Boris Vian, et avec surtout la réédition de J'irai cracher sur vos tombes. Eh oui. Pauvert, c'est l'écume des jours. Christian Bourgois, c'est J'irai cracher sur vos tombes. Et c'est l'opéra, et c'est des nouvelles inédites, et c'est encore autre chose, même des chroniques de jazz, qui sont inédites. Et il va se produire que moi, j'arrive en 76. En 76, c'est là où il y a peut-être une fatigue d'Ursula Vian. Hein, et moi, dans ma jeunesse, je vais tout comme toi poser d'autres questions et remuer le cocotier un peu différemment en disant « mais ça, il faut faire ci, mais ça, il faut faire ça, mais je comprends pas, mais pourquoi on n'a pas été voir telle personne et telle personne ?» Et je vais arriver ici dans les années 80, où je vais vraiment vivre avec Ursula, où je vais vraiment travailler avec Ursula. Donc depuis les années 80 jusqu'à ce jour, et où j'ai envie de dire où je continue de travailler pour elle. Ah. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le décès de Boris Vian. J'ai jamais vraiment su quelle était la vérité derrière tout ça. Il y a des gens qui... beaucoup d'histoires sont inventées forcément. Tu saurais nous raconter rapidement Oui, ben comment est-ce que ça j'ai s'est envie de malheureusement te passé? dire que la raison la plus simple du monde, c'est que Boris était malade du cœur depuis l'adolescence, qu'il savait à un moment donné vraiment ses jours comptés à partir de 56-57, et qu'il a été vraiment d'une infaillibilité totale et absolue pendant ces quelques dernières années où il a continué de travailler, continué de collaborer, continué de créer. Et chaque jour était un jour en moins dans sa courte vie qu'il voyait arriver. Et la chose la plus belle qu'il nous a laissée, c'est ses poèmes de « Je voudrais pas crever ». Il a tout dit, mais son cœur a eu le dernier mot et il est mort dans une salle de cinéma privée, où était projetée l'adaptation de J'irai cracher sur vos tombes. Donc son roman qui passait à l'écran, il n'était pas d'accord du tout là-dessus. Ça ne lui plaisait pas, il était en colère, il était malheureux, il était fatigué, épuisé. Et il a fait un 3e œdème pulmonaire qu'il a emporté ce jour-là, du 23 juin 59. Boris n'aurait pas vécu tellement plus longtemps. C'était une question de jours, de semaines. Mais son cœur était, comment dire, tellement puissant, prenait toute la place et essayait de trouver son oxygène à tel point que, bon, voilà, il est allé vraiment au bout de lui-même. Il avait un mental extrêmement fort qui lui a permis de continuer de vivre jusqu'à 39 ans et demi, puisqu'on lui a fait dire qu'il ne vivrait pas jusqu'à 40 ans. Donc le grand mythe est ouvert là. Eh oui. Il meurt jeune, il écrit jeune, il vit jeune. C'est un mythe, Boris. On ne sait pas qu'est-ce qu'il serait devenu. Et il existe en tant qu'écrivain après sa mort, paradoxalement. En plus. Oui. Et il reste dans cette jeunesse totale et absolue. C'est vraiment le cas typique de l'éternelle jeunesse. Tu vois, Camus, il est mort jeune, et il est mort très peu de temps après Boris. Mais il n'y a pas cette jeunesse. Boris, c'est quand même l'éternel adolescent, quoi. Alors, je vais te montrer une photo de D, parce qu'il faut absolument le voir. D, c'est un copain de Boris. D'abord, il est noir de peau. Il est né dans les îles. Il est dit par Gréco un des plus grands danseurs, pour ne pas dire un des meilleurs danseurs de bebop. Il est danseur, il est couturier, il est décorateur d'intérieur, il sait faire plein de choses, etc. Et en fait, il a dansé toute sa vie. Il a dansé toute sa vie. Donc la danse, tu vois, tu me voyais danser dans la cuisine, mais Ursula, je veux dire, elle levait la jambe jusque-là ici. Il nous disait, allez, vas-y, essaye un truc comme ci, essaye un truc comme ça. Ursula, il fait, arrête d'écarter les genoux, allez, vas-y, fais-moi un coup de Charleston et tout, etc. Et voilà, c'était comme ça ici. Dès qu'il danse, et il a, tu vois, 80 ans à ce moment-là. Donc, on est, sans le vouloir, on est un peu artiste jusqu'au bout des doigts tous. Moi, j'ai fait pas mal de chants. Voilà, enfin, si on te perturbe pas, si on te sanctionne pas, si on te censure pas, mais tu peux faire des tas de choses de ta vie. Mais en fait, les choses sont inscrites aujourd'hui, et là, je m'adresse aux jeunes. On passe notre temps à être censurés, on passe notre temps à nous réduire. Mais en réalité, tout le monde est fait de cette même fibre que Boris, de faire des tas de choses. On est nos premiers censeurs. On le dit toujours, on est notre plus grand ennemi
est notre plus grand ami. On est notre plus grand ami parce qu'on peut se conforter à se dire mais si on est capable, tiens, tu veux écrire une chanson, mais écris une chanson. Elle est bonne, elle est pas bonne. Boris, il en avait rien à foutre de savoir si c'était bien ou pas bien. Il faisait. La preuve, c'est que rien n'a plu. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ça l'a pas empêché de faire tout ça. Il a écrit à peu près 25 000 pages. Et il n'a jamais été demandé à quelqu'un. Si, il demandait un peu. Il demandait l'avis à Michel, sa première épouse, et qui s'est targuée quasiment d'être derrière l'écume des jours. Mais ça, c'est pour quelques petites choses, oui. Michel a participé un peu à l'esprit de l'écume des jours, bien sûr. Mais Boris, il savait où il allait, il n'avait pas envie de se vendre, il n'avait pas envie de... Eh bien, tant pis s'il ne plaît pas. Et puis, même ça l'arrange, même ça lui plaît. Boris, il pose les questions, il pose les problèmes, voilà. Et puis, à nous de les résoudre, voilà. On n'a pas résolu l'énigme de Boris Vian. On n'a pas vraiment résolu. C'est quoi la question de l'énigme de Boris Vian? Mais qui est vraiment Boris Vian? Moi qui suis dans ces murs depuis si longtemps, est-ce que je sais vraiment qui il est? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est en mouvement perpétuel, qui est en mouvement, qui se réadapte, qui voit à nouveau les choses autrement, qui avance continuellement avec son temps, au niveau politique, au niveau philosophique, au niveau scientifique, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas figé dans son temps. Les gens souvent se fichent trop. Voilà. Moi, je pour l'habitude de dire je ne connais pas grand-chose, je ne sais pas grand-chose. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Alors bon, on essaye un peu de s'inscrire dans son temps, en essayant aussi. Moi, j'essaye de m'intéresser à plein de choses, que ce soit le rap, mais que ce soit la physique quantique. J'essaye de comprendre des trucs qui se passent autour de nous, de suivre ce qui se passe au cinéma, dans les salles de concert, dans l'écriture. Et puis, tant qu'à faire ici, c'est un lieu universel. Le Moulin Rouge est universel, le monde entier y va. Et le Moulin Rouge donc ouvre ses portes au monde entier. Et c'est le cas de Prévert et c'est le cas de Vian. En fait, on est au cœur d'une universalité. On n'a rien de national, on n'a rien de parisien. C'est au-delà de ça. La pensée de Boris, la preuve, c'est qu'elle dépasse nos frontières. Hein. Et ça me fait très plaisir, ça me plaît. Moi, je me revendique être fille de l'univers. Et c'est vrai que ça, les poèmes de Je voudrais pas crever, ça, je les relis souvent quand même. Ah ouais, ça, c'est quand même. C'est pas très connu, enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler. Mais Gainsbourg a mis d'ailleurs en musique un des poèmes. Ah ouais. Bah, tu vas repartir avec ce livre. Hein. Oh bah ça, c'est sympa. Parce que je vais rien te dévoiler, mais quelqu'un qui est capable d'écrire sur sa propre mort hein, quand il a une trentaine d'années et que ça n'a pas pris une ride et que le poème de Je voudrais pas crever reste vraiment... Tu vois, c'est des livres qui continuent de se vendre à des milliers d'exemplaires tous les ans. C'est fou. Voire des dizaines de milliers d'exemplaires tous les ans. Tu pourrais expliquer son succès? Qu'est-ce qui fait qu'il ait autant de succès aujourd'hui? Ben, je pense que justement, c'est sa jeunesse et le fait qu'il n'y ait pas de barrage littéraire. Hein, tu vois Il écrit simplement. Il écrit avec une très grande économie de mots et des mots très percutants. Tu comprends? Le gars, il essaye pas de faire des choses nébuleuses. Il écrit un petit poème qui est très connu, en tout cas de beaucoup de gens qui connaissent bien Boris. La vie, c'est comme une dent. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Puis ça se gâte soudain. Ah, ça fait mal, on y tient à sa dent. Et on la soigne. Et les soucis, et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher la vie. Tu vois, il y a cette déformation en plus très du langage, ouais. du langage. C'est très sud-américain. C'est très sud de l'Amérique, pas sud-américain. Je pense à Harry Cruz, je pense à des auteurs. Ça me fait vraiment penser à ce genre d'auteur très Amérique, un peu sale, qui utilisait ce langage-là. Oui. Et Boris, d'ailleurs, il s'était appliqué à apprendre le slang, qui est l'argot américain. Ah. Hein, il a écrit une nouvelle qui est géniale, que j'adore, qui s'appelle Blues pour un chat noir. Blues pour un chat noir. Blues pour un chat noir. C'est un chat noir qui est déplaisant, qui est moche, qui est sale, qui est vulgaire, qui est insolent, qui est dans les égouts de New York et qui insulte tout le monde. Voilà, ça c'est du Boris Vian, qui va au-delà. Il adore le dessin animé, tu vois. C'est les carnets du sous-sol de Boris Vian, quoi. Oui, c'est l'anti-Disney, Boris. Tu vois. C'est drôle, Tiens, un anti-Disney. L'enfant, ah ben c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bon, mais voilà, vous l'avez là. C'est drôle, un homme qui est un éternel enfant, mais qui est anti-Disney. Ah oui.
bah, tout de suite, on va chercher autre chose autrement. Est-ce que c'est ça l'école des... Il a compris la supercherie, Boris. ouais. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais c'est pas vrai. Le mec, il a écrit gros comme ça sur une feuille de papier. Je me souviendrai toute ma vie que j'ai eu 20 ans en 1940. Il sait que le monde, il n'est pas joli. Alors il va l'inscrire, le dire, mais d'une façon romanesque, brillante, fleurie, sublime et cruelle, souvent. Ouais, c'est vrai, très cruel. Il y a aussi le fait qu'il a été censuré. Ah ouais. Il est aussi devenu Sullivan. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il a pris ses décisions un jour de se dire, ben tiens, je vais devenir Sullivan pour pouvoir écrire, j'irai cracher sur vos tombes. Il prend pas ce genre de décision, Boris. Il porte en lui des 1000 vies et 1000 personnages. Hein, ça, il est fait comme ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que le jeu, les divertissements, encore une fois, sont au cœur de tout dans la famille Vian. Ça, c'est papa et maman Vian. Et tata. Il est élevé par maman, par papa et par tata. Hein, 3 personnages complètement extraordinaires, eux aussi, déjà, pour commencer. Érudits, chacun à leur façon, déjà, amenant des mondes différents. Et puis, le jeu est au cœur de tout. Et donc, quelque part, le jeu est au cœur de tout quand ils sont petits, mais quand ils sont aussi adolescents. Et la vie, quelque part, il vaut mieux qu'elle soit un jeu. Il faut mieux surtout pas se prendre au sérieux. Parce qu'on sait combien elle est fragile. Hein. Combien il y en a qui sont parvenus, je veux dire, de cette grande guerre et de la Première Guerre mondiale. Car il ne faut pas oublier que le frère aîné de Boris, il est né en 1918 quand même. Ah Donc ouais. pour eux, ils touchent du doigt des milliers, des millions de morts. Ils savent. Ils l'ont vécu, c'est dans leur chair, c'est inscrit. Ça, faut pas oublier. Et Boris, il sera toute sa vie, non pas antimilitariste, il sera quelque chose de tellement plus beau. Il sera pro-civil. Et ça, tu peux pas imaginer comme ça m'a ouvert des perspectives. Moi qui ai grandi dans le quart-monde, dans des endroits pas faciles, de ce que c'est que d'être pro-civil. Et aujourd'hui, je trouve que la société civile ne se conduit pas très bien non plus. On parle toujours du monde politique. Boris ne s'attache pas à critiquer le monde politique. Il s'attache plutôt du côté des civils. Regardons-nous nous d'abord et voyons ce qui se passe après chez les autres. Ça, c'est très important. Et Boris, il essaye de donner des clés, d'ouvrir des pistes. Et moi, ces pistes et ces clés, je les ai senties à l'aube de certaines discussions que j'ai eues avec Ursula quand j'avais 19, 20, 21, 22, 25 ans. C'est tout ça que je lui ai dit. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as lu de Boris? Moi, j'avais lu 2 bouquins comme toi de Boris. J'avais lu L'automne à Pékin et j'avais lu L'herbe rouge. Et tellement de choses me sont arrivées et que j'ai compris du monde, etc. Et plein de petites choses. Et puis après... En tout cas, ça donne vraiment envie de lire Boris Vian, tout ce que tu nous racontes. Bah, je trouve que Boris est un formidable, comment on peut dire, quelqu'un qui t'accompagne, un grand frère, mais en même temps un mentor. Si des gens connaissent absolument pas Boris Vian, tu leur conseillerais de commencer par quoi? Oh, et parce qu'ils veulent. Il y a tout ce qu'il faut dans la bibliothèque de Boris. Tu as du théâtre, tu as des petits spectacles, tu as du roman fiction, tu as du roman presque autobiographique, tu as du roman noir avec les Vernon Sullivan, tu as de la poésie avec son sonnet qui est merveilleux, où je voudrais pas crever, tu as de la chronique, tu as la chronique du menteur, tu as le manuel de Saint-Germain-des-Prés, tu as tout. Boris, il a son style dans tous ces registres-là. Partout où tu rentres pour Boris. Alors bien sûr, le chef-d'œuvre absolu, c'est L'écume des jours. Mais pas que. Sa poésie, elle est vraiment partout, notamment dans L'herbe rouge. Moi, il y a des choses qui m'ont marqué à vie. Alors, tu as un personnage qui marche dans la rue, et puis elle est tellement belle, cette jeune fille, que les réverbères se courbent pour la saluer. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est voilà. Et puis ils boivent des drôles de cocktails qui sont flamboyants et acides. Tu vois, et il y a un fromage qui se répand dans une assiette mauve. Et c'est 1000 choses. C'est de l'imaginaire dans du réel, quoi. Oui, complètement. On peut s'y perdre et puis on peut en même temps y accéder. Et c'est quoi ses influences à lui, littéraires, Boris Vian? Qu'est-ce qu'il adorait? Alfred Jarry, pour commencer. Hein, vraiment, ça, c'était vraiment un de ses maîtres. Mais Baudelaire aussi. Ah ouais. Van Vogt pour la science-fiction. Hein. Alors après, tu as tous les auteurs de science-fiction. Van Vogt, Matheson, Bradbury, Simarck, etc.
Tu as aussi, bien sûr, les auteurs noirs américains, hein, comme celui qui... Alors, La Reine des Pommes. C'est un écrivain américain? Oui, c'est le premier écrivain noir américain qui a eu avec, bien sûr, quelques autres dans les années 40-50 qui ont commencé. Chester Himes, voilà. Chandler, Chester Himes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui lui parle. Boris, il est américanophile. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il va attraper de là-bas et qui va aussi, je parlais du blues pour un chat noir, hein, qui va transmettre justement dans cette ville phare, merveilleuse, unique, qui est New York, hein, bien sûr, hein, où il aurait aimé vivre. Et est-ce qu'il y en avait par contre qu'il aimait pas du tout? Oui, j'ai envie de dire, pour ne pas les citer, il n'aime pas ceux d'abord, qui se prennent au sérieux. Ouais. Hein, tout ce qui est trop intelligent, il déteste Genre un mec comme l'élitisme. Borges, c'est invivable, imbouffable pour lui, quoi. Non, ça, c'est pas sûr, ça. Ah ouais? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr parce que dans Borges, il y a... C'est vrai que c'est difficile à lire, hein, j'ai envie de te dire, mais tu vois, Les Chants de Mal d'Aurore de Lautréamont, il aimait. C'est difficile. Virginia Woolf, tu vois, pourtant c'est intelligent. Mais derrière ça, il y a un univers. Donc c'est quand même important. Non, j'ai envie de dire que c'est plutôt les penseurs, certains philosophes, certains penseurs. Pour ne pas l'être le néant, C'est-à-dire pour citer personne. Non, et puis même une jeune génération qui arrive, hein, Merleau-Ponty, Bost, etc. Oui, exact. C'est-à-dire que... Et puis ça vaut pour l'Italie, pour l'Allemagne et pour ailleurs. Évidemment. C'est-à-dire ceux qui ont la prétention ou qui prétendent comprendre le monde, l'étayer, le construire, nous l'expliquer. Des donneurs de leçons, quoi. Oui, quelque part, les journalistes, et ceux qui n'aiment surtout pas, c'est les critiques. Je crois qu'il y a très peu d'écrivains qui aiment beaucoup les critiques, hein. Ouais, mais alors là, lui, critique, vous êtes des veaux. Ah oui. Boris, il a écrit, et ça a été publié dans un de ses bouquins. Critique, vous êtes des veaux. Alors là, il ne supporte pas ceux qui décident pour les autres. Ah, donc Boris est éminemment, bien entendu, apolitique. Des gens qui décident pour les autres. Alors il est anarchisant à la Brassens. Brassens et Vian, c'est les mêmes. Brassens, Vian et Prévert, c'est les mêmes états d'esprit. Hein. Ce sont des gens qui ont un peu ni voix ni maître. Hein. Voilà. Mais ils ne donnent pas de leçons, ils ouvrent des pistes. Ils ouvrent des univers. Ils ouvrent des fonctions. Ils font des tas de choses. Faisons des tas de choses. Soyons maîtres de tout. S'il a un philosophe qu'il aime, c'est Pic de la Mirandole. Je vous invite à voir qui est Pic de la Mirandole. Là, on arrive au 15 et 16e siècle, au même moment où il y a Machiavel. Machiavel, terrifiant, on a bien inventé le mot machiavélique d'un côté, mais de l'autre côté, tu as Pic de la Mirandole, qui dit « faisons tout, soyons connaisseurs de tout ». Voilà. Et ce qui se rapproche d'un Léonard de Vinci, c'est-à-dire apprenons, soyons la connaissance à nous tout seuls. L'être humain, il a absolument tout pour savoir se conduire par lui-même. Mais Boris pose un problème déjà dans les années 50 sur la démographie. La loi du nombre va perturber beaucoup l'équilibre du monde, et c'est ce à quoi on assiste, par exemple. Enfin, on peut être beaucoup et puis être aussi très bien pensant pour son voisin d'à côté. Voilà. N'ayons pas la volonté de sauver le monde. Les pataphysiciens, c'est le seul organe qui ne veut surtout pas sauver le monde. N'ayons pas cette prétention d'avoir cette vision du monde et de sauver le monde et de penser pour le monde et d'analyser le monde. Voilà. Et tout ça ne va pas servir l'être humain. Boris fait une conférence en 1948 et le dit bien. Ce n'est pas ni la droite ni la gauche qui sauveront le monde. Hein, c'est l'histoire même de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des milliers d'années où on a parlé, je veux dire, de l'homme qui va à sa propre rencontre. Voilà. Ouais. Et puis d'un seul coup, il y a le siècle des Lumières, qui est encore un peu là. C'est bien joli peut-être, mais en réalité, ça nous a terriblement réduit à cette intelligence et cette soi-disant connaissance. Mais quelle est-elle vraiment ? Il y a un mot qui va avec l'intelligence et avec la connaissance et la conscience. Et Boris est beaucoup dans la conscientisation, hein, c'est très très important, intéressant. Il observe les gens en même temps qu'il écrit, il fait 3 trucs toujours en même temps. Hein,
Voilà. Moi, j'ai pas fini de ranger la vaisselle. En fait, si tu veux, ce qui est drôle, c'est moi je m'éclate là, ça veut dire que là je peux m'asseoir sur le bureau de Boris Vian. Voilà, tu sais, c'est des trucs où tu te dis, c'est fou, il y a des gens qui ont vécu là, des artistes incroyables qui sont venus. Et il y a un truc que j'avais envie de montrer parce que je trouve que c'est absolument passionnant, c'est que il faut savoir que tout ça, tu vois, s'était fait une petite chambre en haut, tout ce qu'il a construit, c'est vraiment tout est extrêmement bien organisé. Tout ce qu'il a construit, il l'a fait en partie tout seul. Et ça, et quand on rentre, on a vraiment l'odeur, c'est tous les outils qu'utilisait voilà, Boris Vian, bon, avec encore quelque chose d'artistique à chaque fois, vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'artistique absolument partout, mais c'est sublime. Et en gros, il l'utilisait, c'était vraiment quelqu'un de manuel, il faisait tout, c'est lui qui a fait tout seul, quoi. C'est vraiment passionnant, excessivement passionnant. Je passe une journée d'enfer, les amis. Où est-ce qu'on est là exactement? Là, on est devant les Trois Baudets. Et les 3 OD, c'est quoi? C'est une salle de concert, une petite salle de concert montmartroise, à 2 pas du Moulin Rouge, donc à 2 pas de chez Boris Vian, et qui était tenue par un monsieur tout à fait extraordinaire qui s'appelait Jacques Canetti. Et on peut dire que toute la scène française qu'on a connue dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à même Monsieur Gainsbourg, bien sûr, tout le monde a chanté là, et c'est Jacques Canetti qui a été un découvreur de talent comme personne. Et Boris Vian a chanté ses chansons ici. Énorme. Ces chansons, La complainte du progrès, Le déserteur, Je suis snob, je bois, La Java des bombes atomiques. La Java des bombes atomiques. Oh, moi, je suis tombée amoureuse de lui en écoutant ses chansons. Je le trouve, mais il est tellement touchant, tellement magnifique dans l'art de chanter, de composer de la musique. Franchement, la Java des bombes atomiques ou Ah, le déserteur, c'est magnifique. le déserteur, elle est splendide. Où, on n'est pas là pour se faire engueuler. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que Monsieur Serge Gainsbourg a toujours dit que s'il était venu à la chanson, c'était parce qu'il avait vu Boris chanter. Ah. Alors on pense que c'est à l'échelle de Jacob, dans le 6e, ce n'est pas aux Trois Baudets, mais il a dit si ce mec-là il chante, alors je dois pouvoir chanter. Mais en fait on peut voir ça, il y a Boris qui dessine là, il faut que tu prennes là. Mais Boris est là, bien sûr, Juliette Gréco, Henri Salvador, Barbara, il y a Anne Sylvestre avec sa guitare là-bas, là il y a Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. Enfin, fabuleux Bobby Lapointe, Brassens, bien sûr. Voilà, il y a tout un tas d'artistes qui sont passés là. Catherine Sauvage, Béatrice Moulin, des gens qu'on connaît moins aujourd'hui, mais toute la scène française était là. Punaise, c'est étroit. L'emplacement de la scène n'a pas trop changé. Ce qui a énormément changé, c'est la hauteur. En fait, c'était très très bas de plafond, parce que j'imagine qu'il y avait une mezzanine. Et Boris, il touchait quasiment, comme il était très grand, il touchait quasiment le plafond, en fait. Ah ouais? Et il avait un trac, mais monumental. Un trac monumental. Vraiment, il détestait faire de la scène. Il se demandait pourquoi il avait fait ça, mais enfin, il était toujours capable de mener des nouvelles expériences. Donc, il a accepté de chanter ses chansons. Il y a combien de places à peu près? Écoute, je te dirais qu'il y a peut-être, avec la mezzanine, il y a peut-être 150 places, peut-être. C'était vraiment un passage obligé de la scène française. Hein. Quand tu passais aux Trois Baudets, tu étais adoubé. Donc, il est parti après en tournée avec son pianiste, Alain Goraguer, qu'il aime beaucoup. Et avec Alain, ils ont fait la tournée des casinos, des villes d'eau, etc. Et c'est là où ça s'est assez mal passé avec sa chanson Le déserteur. Hein. On est en pleine guerre d'Indochine et beaucoup de militaires ou de paramilitaires ou de légionnaires critiquent l'esprit de Boris Vian qui demande à ce qu'il y ait une certaine jeunesse qui déserte. Et c'est très très mal vu. Ah ouais. Il est censuré? Il est censuré. Il est censuré sur les radios. Et j'ai même vu le disque. J'ai même vu le disque à Radio France où il y a un tampon marqué censuré. Il y a une fiche technique où le déserteur, et d'ailleurs il n'y a pas que le déserteur, hein, il y a plusieurs autres chansons, mais qui ne peut pas passer à la radio. Et d'ailleurs, on a retrouvé aussi, je veux dire, des témoignages aussi au moment de la guerre du Golfe, où on a préféré aussi ne pas faire passer ce disque. Boris disait que la guerre, c'était le contraire de la vérité, le contraire de la vie. Ça paraît très simple, mais c'est justement ça. Il n'est pas normal que des êtres humains tuent des autres humains.
On est vraiment cette seule espèce épouvantable. Ou alors, d'autres espèces animales le font, mais c'est pour se nourrir, hein, dans ce cas-là. C'est propre, je veux dire, à leur génétique, alors que l'homme le fait pour des raisons de profit, de pouvoir, etc. Et en cela, on ne peut pas dire que l'homme soit très intelligent. Donc là, on va voir le pianoctel. C'est né comment, ça, cette histoire de pianoctel, déjà? Oh, ben ça, c'est simple, hein. Pour Boris, c'est... Voilà, les objets vivent, les objets ont une histoire, ont des pensées. Et un simple piano ne suffit pas, je veux dire, pour Boris. Donc en fait, il faut que dans son roman, Colin ait pas de chic. Alors, le jazz, étant donné qu'il est au cœur de ce roman, qu'est-ce qu'on peut faire entre le jazz, épater entre les jeunes, boire, s'enivrer quand même pour parler des filles, pour parler de l'amour? Eh bien, on va faire un piano... on va faire aussi des cocktails, parce que Boris adorait faire les cocktails, hein. Ça part d'une histoire vraie. Et puis, il va rayer piano et cocktail, et sur le manuscrit qu'a publié Jessica, on voit bien, d'ailleurs, il va, à un moment donné, tout simplement faire ces fameux mots valises dont il est expert, et il va se mettre à dire, ben voilà, j'ai trouvé, ça va être le piano-cocktail. Alors, là, je parle de Mathias Malzieu dans ces lieux. Mathias Malzieu est certainement la personne, je crois, qui incarne le mieux l'esprit de Boris Vian. Dans son histoire personnelle et dans son histoire professionnelle, on a une très grande amitié l'un envers l'autre. Et quand il a été nommé, je veux dire, comme conseiller artistique, musicien, artiste associé aux Trois Boudets, coïncidence extraordinaire, dans le même temps, je lui demande d'être le parrain du centenaire de Boris Vian. Donc c'est un vrai piano. Ok. Et selon qu'on fait du majeur ou du mineur, selon qu'on fasse un rythme hot, eh bien, il y a des choses qui se passent dans toute cette machinerie, voilà, où il y a des tuyaux qui arrivent sur des bouteilles qu'on va remplir avec du rhum, de la vodka, de la grenadine, enfin plein de choses, souvent colorées et tout, et qui vont, selon le jeu du pianiste, qui va sortir dans un verre qui se situe là, et qui va donner un cocktail. Donc jouer du piano permet de faire un cocktail. Ouais. C'est Et puis malin, il y a quelque chose qui est vraiment merveilleux ici, c'est qu'ils ont installé un jukebox. Ça, c'est un véritable jukebox. C'est un véritable jukebox, voilà. Et donc tu choisis un peu le petit... Ah ben moi je te fais B, il n'y a pas le O, B, V, voilà. Et quand tu cliques sur BB, ça te sort un Boris Vian. Non, en l'occurrence, non, c'est juste là, moi, pour m'amuser. Ah. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te lever, Faut te lever, c'est toujours du qui passe. Donc là, on vient d'arriver au restaurant des Deux Magots. C'est l'endroit où Boris Vian venait s'installer. Voilà, venait s'installer pour quoi exactement? Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Attends, je vais mettre mon rouge à lèvres. Parce qu'on est snob. Et c'est bon. Oui. Et tu manges le camembert à la petite cuillère aussi? Oui, ça, absolument, tu oui. fais. Et moi, je mets le rouge à lèvres avant de manger. Voilà. Pour répondre à des questions. Oui, so chic. Oui, Quel endroit Boris- emblématique quand même. On est à côté du café de Flore là. Boris Vian a fréquenté les Deux Magots, a fréquenté un certain nombre de lieux cultes. J'ai envie de dire Saint-Germain-des-Prés, c'était important. Et il venait avec qui ici? Qu'est-ce qu'il venait faire ici? En fait, ils se rencontraient tous. Et Boris Vian, comme les autres, en fait, c'était des lieux de rencontre parce que pas de téléphone, pas de fax, pas de portable, pas tout ça. Le bonheur. C'est là où tu poses la question, qu'est-ce qu'il mangeait Boris? Qu'est-ce que mangeait Boris au Deux Magots? Alors, au Deux Magots, et spécifiquement, quand il le pouvait, il mangeait de la viande hein, et du poulet, tout simplement. Mais parce que bien sûr, hein, ils étaient tous fauchés. Ils étaient tous fauchés. Ils n'avaient pas la possibilité, en fait, de manger le midi, le soir. Et donc, c'était une possibilité aussi pour eux de se restaurer quand il y a quelqu'un qui offrait.
Alors il y avait Sartre qui habitait rue Bonaparte, pas loin. Et alors Sartre, il était le plus argenté, et donc souvent il payait les additions des uns des autres. Et puis il y avait quelques copains aussi qui avaient des parents banquiers, des parents restaurateurs. Alors ils payaient les additions des uns des autres, mais c'était l'époque où on avait tous des additions. C'est vrai que Sartre était pour le coup un vrai communiste. Il était vraiment très généreux à ce qui paraît. C'est vrai. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. Il a été très généreux à tout point de vue. Et même, il accueillait les gens chez lui. Hein. Il habitait avec sa mère, rue Bonaparte. Et beaucoup de gens, beaucoup de copains aussi, allaient dormir même chez lui. Parce qu'il y avait plein de gens dans la rue. À part que c'était pas les mêmes SDF, j'ai envie de dire, c'était la plupart des artistes. Ils étaient dans la rue. Je ne peux pas dire de bêtises, mais tu vas me dire si je suis dans l'affabulation ou pas. Mais il me semble que le manuscrit du deuxième sexe a été sauvé grâce à Michel Léglise, la première épouse de Boris Vian, qui allait chez Sartre. Et comme Simone de Beauvoir écrivait chez Sartre, elle récupérait les brouillons dans la corbeille à papier. Je dis pas de bêtises? Oui, il y a une partie vraie. Et Il y a une partie vraie. Oui, en partie. Et sinon, Simone de Beauvoir écrivait là, souvent dans le coin. Hein. Partie du deuxième sexe, effectivement, si je puis m'exprimer ainsi. Et Jess qui est juge du prix littéraire des Deux Magots quand même. N'oublions pas de le dire. Une petite boucle. Voilà. Mais c'est vrai qu'il s'est Ce n'est- passé ce qui n'est plein pas de rien. choses aux Deux Magots pour... Vous n'avez pas de prix Boris Vian? Non, et pour revenir aux Deux Magots et à son prix, le premier qui a eu le prix des Deux Magots, c'est tout de même Raymond Queneau. Ah, Oulipo. De l'Oulipo. Ah, plus tard, l'Oulipo. Plus tard, évidemment, ouais. Plus tard, un des bras, si je puis dire, un des bras armés au niveau linguistique du collège de pataphysique, qui sont extraordinaires. Avec Marcel Benabou en tête, et le représentant de Pérec. C'est fou, je crois que je vais devenir un vrai pétaphysicien. Comment tu dis? Péta? Un pata. Un pata. Ah, la pataphysique est à la physique, ce que la physique est à la métaphysique. Oh te laisse méditer punaise. Non mais réfléchissez là-dessus parce que c'est vraiment formidable. À l'ère où on est à la méta aujourd'hui, d'avoir quand même des gens qui ont réfléchi à ça il n'y a pas loin d'un siècle pour dire que la pataphysique est à la physique, ce que la physique est à la métaphysique, moi je dis chapeau. Et alors, ils se réunissaient sur la terrasse. Oui, ils se réunissaient sur la terrasse. C'est ça, ils se réunissaient bien tous ensemble. Bien sûr. Entre les deux maisons. Mais indirectement, la pataphysique était absolument omnisciente et présente au Deux Magots par la voix quand même de Raymond Queneau, Quel est le plat qui est un satrape. Quel est le plat Comme Ionesco d'ailleurs. Comme C'est vrai. Ionesco. C'est quoi le plat le plus pataphysicien? Oh, ben ce serait les escargots sauvages de Bourgogne. Non, mais je... Comment tu définirais en une phrase très simple ce que c'est la pataphysique? Ah, c'est vraiment la science avec un grand S majuscule, des solutions imaginaires. Ah. Le pont entre la science et l'imagination, et donc on touche bien au quantique. Énorme. Et bien alors, sinon on ne mange rien et on s'imagine un plat et on en sort comme si on était rassasié. Ah, je suis pas d'accord. Ah, ça pourrait. Non, je suis pas d'accord du tout. Mais moi, Et je on vais vous paye dire ce que je l'addition. vais prendre. Je suis obligée de On prendre. appelle Sartre. Eh oui. On appelle ça pour l'addition. Je suis obligée de prendre la blanquette de veau. C'est un des plats que Boris faisait merveilleusement bien à l'aide de son livre Le Gouffé, qui est un personnage de l'écume des jours, mais qui est en fait un livre de cuisine qui date du 19e siècle. Et Boris faisait la blanquette de veau. Il y a marqué recette de saison, j'ose espérer qu'ils l'ont. Alors Boris, il buvait pas beaucoup de vin, mais je pense qu'il n'aurait pas résisté à celui-là. On a un attrape-rêve. Un On a attrape, un attrape-rêve. un attrape-rêve. Voilà. Le vin attrape-rêve. Oui, donc c'est évident que je vais prendre celui-là. On se rapproche de l'arrache-cœur avec un attrape-rêve. Boris, il voulait vendre son nom à l'eau des viands, en fait. Alors, il cherchait du fric partout, alors voilà. Donc là, on est quand même content, parce que Boris disait, un jour, la référence du dictionnaire fera V comme viand. Et Queneau lui aurait répondu lors de ce repas, il lui a dit « Moi je suis emmerdé parce que c'est quand même Q comme Queneau. » Donc c'est beaucoup moins drôle. Alors que V, victoire, viand. Donc je tiens à saluer, parce que ça leur aurait beaucoup plu. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Attends. Je suis coincé dedans. Excuse-moi, Oh punaise. je t'ai fait mal. Non, ça va.
Non, ça fait plaisir, ça fait chaud On a au vachement cœur. bien mangé. Tu vois, on a bien mangé, on a Ouais. été bien accueillis, ça fait chaud au cœur. Ouais. C'est tout ce qu'on veut en fait dans la vie, tu vois. Est-ce que Boris, il prêchait à Saint-Germain-des-Prés ici, c'était important. Hein, il y avait de la chaleur humaine, puis de la chaleur au réel, parce qu'il y avait aussi des poêles à charbon pour recueillir aussi tout ce monde qui avait froid l'hiver, hein, pendant la guerre et après la guerre. C'était bon? Je me dis, ah, c'était parfait. Mais on est toujours bien reçus au Demago. L'écume des jours. L'écume des jours. La librairie, c'est parti. Je passe Alors- ma vie à confondre. Alors les Louis jours. Vuitton, juste entre nous, hein. Et tu sais que j'ai donné une conférence à l'ouverture de cette boutique ici avec Olivier Nuc. Hein. Pourquoi? Ça fait ça. Eh ben parce qu'il voulait mélanger le littéraire et la Ils ont marque. bien raison. Et on a été invités et ils m'ont offert une étole. Moi j'étais très mal à l'aise. Hein. Et du coup, maintenant, tu as tous les sacs gratuits. Certainement pas. Bon, aujourd'hui, le Moulin Rouge voudrait refaire une salle Mistinguett, c'est-à-dire revenir à leur patrimoine d'origine et nous expliquer que finalement, il n'y a plus la place pour la maison de Boris Vian. Alors forcément, on rentre dans une, j'ai envie de dire, dans une joute qui va nous permettre, j'espère, en gens de bonne intelligence, de dégager la possibilité d'avoir encore un lieu de mémoire pour Boris Vian au Moulin Rouge. Boris a toujours été locataire avec Ursula Vian depuis 1953 et il a conçu en fait la topographie du lieu. C'est important. Voilà, donc je le dis devant l'écume des pages. Alors l'écume des pages, l'écume des jours, toujours l'écume. Et puis c'est un temps de pluie, c'est un vrai temps breton. C'est vrai. Est-ce que Boris Vian aimait la pluie? Oui, il aimait la pluie, il aimait la mer, il aimait l'eau, il aimait les éléments. Et d'ailleurs, on le sait très peu, mais finalement, il a toujours été toute sa vie dans des lieux où il y avait la mer. C'est vrai? Hein, oui, oui, oui. Il serait bien chez moi à Arcachon alors. Il serait très bien. Bon, parfait. Je ne veux plus la mer. Il y en a marre de... Des crabes et des zigouis et des pinces et des homards. Et c'était une chanson, effectivement, qu'il a écrite avec Henri Salvador. Il y a pire. Comment? Il y a pire comme, Oui, il y a comme aide. Ah oui, oui, Henri, il était... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Ah ben, le tabou là où tout l'après-guerre est venu danser. Voilà, Juliette Gréco, elle découvre un petit bar complètement incroyable et qui est ouvert toute la nuit parce que ce sont des imprimeurs qui viennent. Il y a une cave où on entrepose le charbon. Elle se dit, on va enlever le charbon, on va relever nos manches, on va bien avec les copains, on va enlever le charbon et puis on va faire un petit club de jazz. Il y a Boris qui est là, qui est enthousiaste, il y a les copains qui sont là. Et puis ça va réellement se faire. Et alors, on ne peut pas imaginer ce qu'a été ce lieu absolument incroyable où tout le monde s'entassait par dizaines, par centaines, où il y avait une minuscule salle, une minuscule scène, mais où les gens du monde entier sont venus et très prestigieux aussi. Alors à commencer par Sartre et Beauvoir qui sont venus, mais Queneau aussi également. Et vraiment, Boris animait ça d'une main de maître, puisque lui, en tant que trompettiste, il a fait venir d'abord son frère Alain qui jouait de la batterie, son frère Lélio qui jouait de la guitare, et puis bien sûr du beau monde est venu, du grand monde est venu. Et puis il y a eu un après-tabou avec le Club Saint-Germain, où là les grands du bebop sont venus, pour ne pas citer Monsieur Duke Ellington, qui est au cœur de l'écume des jours bien sûr, mais on a eu aussi les rois du bebop, et puis avec un jeune trompettiste qui jouait déjà tellement mieux que Boris. Et ce jeune trompettiste, en 49, qui est venu au tabou, qui avait des yeux avec des cils comme du velours, s'appelait Miles. C'était l'amant de Juliette Gréco. Il arrivait souvent avec un petit costume, défraîchi parce qu'il n'avait pas un rond. Et c'était Miles Davis. Une fanatique de jazz. Ah, ben oui. Mais le tabou, enfin même le Café Laurent maintenant, où il y a du jazz de temps en temps, Oui. ça n'a plus rien à voir avec le tabou. Mais non. Ça n'a plus- Et vous aimez bien le jazz quand même. Ah ben, plus que ça, c'est une partie de ma vie. Et donc là, on va où maintenant? On va chez Fayard. On va aux éditions Artem Fayard, grand éditeur, vieil éditeur renommé, de renom, où la plupart des titres de Boris Vian sont Publié publiés, là-bas. dont bien sûr Et dont l'écume toi, des jours. tu sors aussi un bouquin. Oui, absolument. J'ai cet honneur-là de faire un bouquin qui sortira aux éditions Fayard prochainement. Au mois de mars. Oui, au mois de mars. Tu Au mois de préfères le mars. titre? Ah, le titre, on a le droit ou pas en Allez. avant-première là? Ma vie en viand. Ma viande.
T'aurais pu dire. Et vu qu'on n'est jamais là, il fallait forcément qu'on passe, parce qu'on n'y est jamais. Hein, Jess? C'est le cœur de Saint-Germain. Aux éditions des Saints-Pères, le cœur de Saint-Germain-des-Prés. Avec le manuscrit de 1984. Que, Nicole, tu nous ferais pas une petite relativité du De la pataphysique. pataphysique? J'arrive pas à retenir le terme. Ça va venir. Boris a écrit, a commis un certain nombre d'écrits dans le collège, et notamment calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses. Ah! Où la démonstration se termine par Dieu égale 0. Démonstration mathématique réelle qui a été d'ailleurs publiée dans plusieurs revues scientifiques. Incroyable. C'est ouf, hein, quand même. Boris n'en finit pas de nous surprendre. Et puisque je suis le seul claustrophobe, et ben c'est moi qui monte tout à pied. Voilà, 4e étage. Voilà, comme d'hab quoi. Bonjour. Je te présente Christopher et je te présente pas Nicole. Combien de temps pour l'écrire, Nicole? Finalement quelques semaines, mais sur 2 ans et demi quand même. Et sur une vie quand même, non? Ben, c'est ça. Faut le dire comme ça. Oui, c'est ça. C'est une vie entière de gestation, quand même. Bon. Et ça a été dur, on s'en est souvent parlé. C'est la rencontre entre une femme et une œuvre. C'est ça qui est extraordinaire dans ce livre. C'est comment une œuvre littéraire a sauvé une femme d'une vie de souffrance et de malheur, hein, comme même Zola n'aurait pas pu l'imaginer, et ce que cette femme a rendu à cette œuvre, en la faisant rayonner dans le monde entier. Non, tu trouves que j'exagère, mais c'est vrai. Moi, je dis toujours, si tous les auteurs disparus avaient eu quelqu'un comme Nicole pour s'occuper de leur œuvre après leur mort, on n'aurait que des best-sellers. Personne, aucun auteur serait tombé dans l'oubli, alors que Dieu sait si nombre d'entre eux sont tombés dans l'oubli. Et donc, en fait, ce que Boris a apporté à Nicole, ce qu'on lit dans ce livre, c'est ce que Boris a apporté à Nicole, ce que Boris Vian a apporté à Nicole par ses livres, hein. Pas en tant que personne, mais par ses livres, Nicole le lui a rendu au centuple. C'est un pacte. Voilà, c'est ça. C'est un pacte entre la vie et la mort. C'est un pacte, voilà, plein d'échelons, etc. Ça permet effectivement de réfléchir à comment on peut finalement travailler avec quelqu'un qui n'est plus là. Et c'est intéressant. Si t'avais pas été là, est-ce que Boris Vian aurait la renommée qu'il a aujourd'hui? Oui, tout de même. Non. Oui, tout de même. Moi, je dis non. Je t'ai pas filmé, hein, je le savais directement. Moi, je dis non. Non, parce qu'on peut pas écraser Jean-Jacques Pauvert qui a ressorti L'écume des jours et Christian Bourgois qui a ressorti J'irai cracher. Après, j'ai envie de dire que, voilà. C'est pas ici que je vais écraser Jean-Jacques Pauvert. Non, certainement pas. tu Non, sais c'est bien, simplement le tu sais rayonnement. bien, Voilà, non, il y a le rayonnement. Et puis il y a eu Claude, et puis il y a eu... Et Claude Durand, bien sûr. Claude Durand, et puis il y a eu Sophie Grandjean, t'en parlais tout à l'heure, Carole Sojo, voilà, il y a eu un nombre... On s'est mis à beaucoup, mais... Ariane, il y a eu un nombre incalculable de gens qui sont occupés de l'œuvre de Boris. Mais c'est vrai que la cheville... Enfin, l'aiguillon, la cheville ouvrière, la motivation, elle est toujours venue de Nicole. Et c'est vrai que quand on lit cette histoire, qui est une histoire, bon, va falloir s'accrocher. Hein, je l'annonce au lecteur parce que c'est quand même quelqu'un qui arrive à l'âge de 26 ans et qui se dit est-ce que je vais enfin commencer à vivre, puisque ça c'est écrit dans le texte, hein. À 26 ans, est-ce que je vais enfin commencer à vivre? C'est un peu tard quand même. Je me pose toujours la question, je te rassure. Hein. Tu as écrit un premier roman, c'est bien ça, j'ai compris. Eh ben, écris-en un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, des pièces de théâtre, mais dans le chemin que tu vas faire, hein, trouve-toi une Nicole. Ouais, bah, regarde, j'en ai trouvé une. Regarde, elle est là, ma Nicole. Voilà, parce que la rencontre que j'ai, c'est avec l'œuvre de Boris, ça c'est sûr. Hein. Mais celle qui va l'incarner, c'est quand même sa femme. Et c'est avec elle qu'en fait que j'ai collaboré, travaillé, où j'ai tout appris. Voilà. Et Bon, puis ben, j'ai merci. restitué en restant fidèle. Merci beaucoup, Nicole.
Merci à toi, Christopher. On a passé une bonne journée. Oui, Et puis merci beaucoup de nous On a bien accueillir. mangé, Avec grand on s'est plaisir. amusé. Merci Jessica. Et du coup, on se retrouve. C'est quoi la date? Vous avez à peu près une date de sortie de ce magnifique ouvrage? On est parti Grosso modo. pour mars 26. Mars 26. Et bien voilà, rendez-vous en mars 26. Voilà la journée qui se termine avec une excellente nouvelle qui est... c'est quoi? C'est ton associé, c'est ça? Celui avec qui tu travailles? Grand ami avant tout. Grand ami qui s'appelle... Florian Zeller qui vient d'être élu à l'Académie française. Voilà, Florian Zeller qui est élu à l'Académie française. Excellente nouvelle. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire justement ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à nous donner des informations si vous aimeriez bien vivre 24 heures dans la peau d'un autre écrivain. Et si qui, dites-le nous en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo un maximum et à découvrir Nicole. Tous les liens sont en description. Bonne journée.